Le fauteuil en cuir craquait légèrement sous le poids d'Antoine. Un son familier dans le silence feutré du bureau. Il tournait et retournait dans ses mains une simple carte d'embarquement. Le voyage vers le Canada, prévu depuis des semaines, n'était plus qu'une question d'heures, mais c'est l'atmosphère qui s'était installée entre son père, Monsieur Étienne, et lui-même qui semblait peser le plus lourd. C'est plus long que prévu ? Papa, commença Antoine, sa voix trahissant une fatigue qui n'était pas seulement celle des préparatifs. 2 mois ? Peut-être plus, et je n'arrive pas à me défaire de cette inquiétude. Monsieur Étienne, assis en face, posa le journal qu'il feuilletait. Son regard, habituellement vif et mesuré, se fit attentif. Il connaissait son fils. Antoine n'était pas homme à céder facilement à l'anxiété. Ton travail t'appelle ? Mon fils. Héloïse est forte. Elle le sait, mais dis-moi ce qui te tracasse réellement. Et Antoine se pencha en avant, son coude sur son genou. Ce n'est pas sa force que je mets en doute. C'est la solitude. La maison est immense quand on est seul. Et je la sais sensible à ses longues absences. Elle sourit. Bien sûr, mais elle retient beaucoup. Je ne pourrais pas me concentrer là-bas si je la savais s'éteindre doucement ici. Il marqua une pause, fixant son père avec une intensité inhabituelle. Je ne pars qu'à une seule condition. Dia. Monsieur Étienne sentit la gravité de l'instant. Son fils ne demandait pas un service, mais une fondation, une ancre. Quelle est cette condition ? Antoine, demanda-t-il d'une voix posée. Je dois pouvoir partir l'esprit en paix. Je te confie Héloïse. Non pas comme une invitée de passage, ni comme une tâche, mais comme un engagement de chaque instant. J'ai besoin de savoir que tu es ici. Pour elle, dans cette maison qui est aussi la tienne. Héloïse entra à ce moment-là, apportant un plateau de tisane fumante. Ses mouvements étaient gracieux, mais un léger voile de mélancolie assombrissait ses traits. Elle perçut immédiatement la tension, la demande tacite qui flottait entre les deux hommes, s'étosiant. Elle posa le plateau et se retira discrètement vers la fenêtre, les laissant terminer leur échange, consciente que son sort faisait l'objet de cette discussion solennelle. Antoine reprit, baissant légèrement la voix. « Je te demande de faire un serment d'honneur. Papa, le serment de veiller sur elle comme sur ta propre chair, de la protéger de tout, de l'ennui à la maladie. Elle doit être ta plus haute responsabilité. Si tu acceptes, je peux prendre cet avion. Si tu hésites, je trouverai un moyen de rester. » La requête était audacieuse, presque théâtrale, mais Antoine savait qu'il s'adressait à l'âme de son père. Monsieur Étienne avait toujours vécu selon un code de conduite strict, où la parole donnée surpassait toutes les autres richesses. Lui demander un serment, c'était exiger le sacrifice potentiel, mais aussi garantir l'honneur. Il regarda un instant Héloïse, dos à eux, absorbé par l'horizon parisien. « Ce que tu me demandes n'est pas simple. » Reconnu, monsieur Étienne ? Tu me demandes de prendre ta place ? Sans en avoir le droit. D'endosser un rôle dont je n'ai plus l'habitude. C'est un poids immense ? Ou ? Antoine acquiesça. C'est pour cela que je m'adresse à toi. Tu es le seul que j'autorise à porter ce poids. Elle est mon monde. Papa ? Allez. Un long silence s'installa. Plus éloquent que n'importe quel discours, monsieur Étienne se redressa. L'instant de la décision étant arrivé, il ne parla pas à Antoine, mais s'adressa à la jeune femme à la fenêtre. « Héloïse » appela-t-il doucement. Elle se retourna, surprise par la gravité de son ton. « Ton époux doit partir. Il a besoin d'une garantie avant de franchir le pas de la porte. Il a besoin de savoir que, s'il lui arrivait quoi que ce soit, ou s'il t'arrivait quoi que ce soit, tu ne serais pas seul. Jamais ?» Il tourna son regard vers son fils. « Antoine, mon fils, je te le jure, ta femme sera désormais sous ma garde et ma protection. Je veillerai sur Héloïse comme je le ferai pour ma propre fille. Avec l'honneur que tu exiges, son bien-être sera ma priorité absolue. Au-dessus de tout le reste. » Le soulagement d'Antoine fut presque palpable. Il sentit le nœud de son inquiétude se défaire, remplacé par une confiance inébranlable dans la parole de son père. Il se leva, vint prendre son père dans ses bras. Une étreinte longue et silencieuse, l'acceptation de la promesse scellant leur accord. Héloïse s'approcha d'Étienne, les yeux brillants de reconnaissance. Elle prit la main de son beau-père entre les siennes.
Merci. Monsieur Étienne, je vous suis reconnaissante de cette générosité. Il pressa doucement sa main. Ne me remercie pas, ma fille. C'est mon devoir. Et à présent, c'est de mon serment. Yazoo. Ce mot, serment, résonna entre eux. Pour Antoine, il était la liberté de partir. Pour Héloïse, le réconfort. Pour Monsieur Étienne, il était le début d'une responsabilité dont il ignorait encore l'immensité et les dangers. En regardant Antoine quitter la maison avec sa valise, le vieil homme sentit le poids de sa promesse s'installer profondément dans son cœur, un fardeau d'honneur qu'il ne pourrait jamais relâcher. Il était désormais le gardien. Le départ d'Antoine avait laissé derrière lui un vide que Monsieur Étienne avait d'abord tenté de combler avec la seule routine. Les premiers jours furent silencieux, alourdis par le poids invisible du serment. Il s'était installé dans le rôle du gardien, attentif, mais distant, craignant de briser la frontière qu'il s'était juré de maintenir. Mais Héloïse n'était pas femme à s'incliner devant le silence. Elle avait commencé par de petites touches, changer le bouquet de fleurs séchées sur la commode pour des pivoines vibrantes, ouvrir les rideaux dans des pièces habituellement sombres, c'est Motalia et l'incire. Le jour où l'odeur du beurre, de la farine et du fromage chaud envahit la grande cuisine, le rythme de la maison bascula. Monsieur Étienne était sorti de son bureau. Attiré par cette nouvelle atmosphère, il trouva Héloïse sortant du four une plaque de gougère dorée et gonflée. Elle riait doucement en les regardant craqueler légèrement. « Il faut les goûter immédiatement, Monsieur Étienne, » dit-elle, insistant sur le titre qui marquait encore une certaine formalité. « Elles n'attendent pas de... Yem. » Il s'approcha, intrigué par la légèreté du petit chou au fromage. Il en prit un, le dégustant lentement, la chaleur, le croustillant léger. L'intensité du goût lui firent fermer les yeux un instant. « Elles sont la vie même, ma fille, » murmura-t-il. Un mot d'affection qui lui vint naturellement pour la première fois. Héloïse le regarda, touchée par cette sincérité. La cuisine est une réponse à la solitude. Vous ne trouvez pas. Quand les mains sont occupées, l'esprit fait moins de bruit. Le partage de ce moment gourmand devint un premier pont. Leurs conversations s'échappèrent rapidement des banalités pour plonger dans des eaux plus profondes. Le soir, autour de la cheminée, ils ne parlaient plus de l'agenda d'Antoine ni des tâches à accomplir, mais de la nature du bonheur, des compromis de l'existence, des regrets non avoués qui, entend le soir, Héloïse apportait une perspective neuve, vibrante, que le vieil homme avait oubliée. Il se surprenait à confier des fragments de sa propre jeunesse, des ambitions qu'il avait sacrifiées et qu'il n'avait jamais révélées à son fils. « J'ai toujours pensé que le devoir d'un père était le silence. » lui avoua-t-il une nuit. « Que l'exemple suffisait. J'ai tant de choses que je n'ai jamais dites à Antoine. Il est temps de parler. » « Alors ?» répondit Héloïse, sa voix douce mais ferme, les yeux fixés sur les flammes. Le silence est souvent l'armure des cœurs sensibles, mais il étouffe. Vous ne faites pas qu'assurer ma sécurité. Vous m'offrez la compagnie d'un esprit avec lequel je peux grandir. Et c'est le rituel des lettres qui cimenta leur intimité de la manière la plus délicate et la plus douloureuse. Les courriers d'Antoine arrivaient régulièrement, remplis de détails de son labeur et de promesses de retrouvailles. Chaque fois, Héloïse lisait les pages à voix haute à Monsieur Étienne. Le vieil homme écoutait, le cœur serré de fierté et de mélancolie. Il voyait à travers les mots de son fils l'étendue du lien qui unissait le couple, et en même temps, il partageait l'attente impatiente d'Héloïse. Lorsqu'Héloïse lisait une phrase particulièrement tendre, ses yeux s'embuaient, sa voix tremblait légèrement. Monsieur Étienne posait alors la main sur la sienne. Un geste purement réconfortant, un rappel silencieux de son engagement. Dans cet échange triangulaire, où Antoine était physiquement absent mais émotionnellement présent, leur propre lien se renforçait. Un après-midi, Héloïse s'interrompit en lisant une lettre. « Il me manque tellement que parfois, j'ai l'impression que le temps s'est figé. Je n'ai pas le droit de l'appeler. Je sais qu'il est en pleine négociation, mais ce manque est une pression constante. Il ne t'oublie pas, » répondit Monsieur Étienne, sa voix se faisant grave. « Et je ne vous l'oublie pas non plus. Chaque moment passé ensemble est une validation du serment que j'ai fait. Tu apportes une flamme ici, ma fille. Avant toi, cette maison était une belle tombe.
Cette confidence, lâchée avec une sincérité désarmante, toucha Héloïse au plus profond. Elle vit derrière la posture de l'homme d'honneur la vulnérabilité d'un homme solitaire. La frontière entre le beau-père et la belle-fille s'était estompée, non par oubli du devoir, mais par l'enrichissement mutuel. Le serment était devenu non pas une contrainte, mais le socle sur lequel une affection profonde et inattendue pouvait s'épanouir. Elle lui rendait sa vitalité, il lui offrait sa constance. Les jours passaient, et le gardien avait trouvé un nouveau sens à sa propre existence dans la chaleur du foyer qu'Héloïse avait rallumé. Leur harmonie, bâtie sur le respect et le partage de l'absence, était totale. C'est dans cette paix fragile que l'impensable allait se produire. Le crépuscule avait enveloppé la maison d'une douceur inhabituelle ce soir-là. Monsieur Étienne attendait Héloïse pour leur moment de lecture habituel, le cœur léger. Le silence du foyer n'était plus pesant, il était devenu une attente sereine, mais Héloïse n'apparut pas. Il se leva, un pli d'interrogation sur le front. En montant les marches, il s'attendait à la trouver plongée dans un livre, une explication simple pour ce léger retard. Il frappa doucement à la porte de sa chambre. « Héloïse ?» Un faible gémissement lui répondit. Il entra sans attendre. La pièce était plongée dans une demi-obscurité. Il s'approcha du lit et vit qu'elle était agitée. Héloïse était recroquevillée sous le drap. Ses joues habituellement claires étaient écarlates, brillantes d'une sueur fiévreuse. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?» demanda-t-il, un brusque nœud de panique serrant sa gorge. Elle ouvrit les yeux, mais son regard n'avait pas sa netteté habituelle. Il y avait une confusion, un égarement qui lui glaça le sang. « J'ai froid ?» murmura-t-elle, malgré la chaleur manifeste qui émanait d'elle. « Ah, si froid !» Monsieur Étienne posa sa main sur le front d'Héloïse. La chaleur qu'il ressentit était anormale, violente. Ce n'était pas un simple refroidissement, c'était une fièvre très élevée. Une menace qui venait briser brutalement la paix bâtie sur les conversations et les gougères. Le serment qu'il avait prêté à Antoine, qui n'était jusqu'alors qu'une abstraction d'honneur, devenait une obligation physique. Urgente et terrifiante, il alluma la lumière, son esprit s'aiguisant face au danger. La première chose fut de tenter de joindre le médecin, mais à cette heure tardive, seule une boîte vocale lui répondit. Une angoisse sourde, celle de l'impuissance et de l'isolement, monta en lui. « Je vais vous aider, ma fille », déclara-t-il d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme, masquant le tremblement de ses propres mains. « Ne vous inquiétez de rien, je suis là. » Il quitta la pièce à grands pas, puis revint avec un thermomètre. L'affichage confirma ses pires craintes. La température était critique, bien au-delà du seuil de l'alerte. Il la vit trembler sous la mince couverture. « L'eau » souffla Héloïse. « De l'eau ?» Chaque action devint mécanique, dictée par la nécessité. Chercher la pharmacie, rassembler des serviettes, faire bouillir de l'eau, mais la peur l'envahissait. Il ne s'agissait plus de la protéger de la solitude, mais de la mort. Si elle venait à succomber à cette fièvre sous son toit, alors qu'Antoine était loin, le serment serait brisé d'une manière irréparable, anéantissant non seulement son honneur, mais aussi l'avenir de son fils. La responsabilité qu'il avait acceptée avec fierté se révélait être un piège mortel. Il revint avec une bassine d'eau glacée. « Nous devons faire baisser cela, Héloïse. Accrochez-vous, je vous en prie. » Elle ne répondit pas, son souffle devenant court. Il s'agenouilla près du lit, trempa une serviette et la posa délicatement sur son front brûlant. Le contraste entre la fraîcheur de la compresse et la chaleur de sa peau était saisissant. Il répéta le geste, obstinément, méthodiquement, le seul rempart qu'il pouvait opposer à la maladie. « Vous ne me quitterez pas ?» chuchota-t-il, parlant plus à lui-même qu'à elle. C'était une supplique. Le cri d'un homme qui venait de comprendre la profondeur de l'attachement qui s'était tissé entre eux. Dans cet état de crise, l'affection familiale qu'il avait construite se mêlait à une terreur brute, celle de la perte d'une présence devenue essentielle à sa propre vie. Héloïse n'était plus seulement la femme de son fils, elle était la lumière qu'il s'était engagé à préserver. Il passa de longues minutes à changer les compresses, le silence de la nuit seulement rompu par le halètement d'Héloïse et les légers clapotis de l'eau. La bataille était lancée. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de frontières formelles. Il était entièrement investi, l'homme d'honneur transformé en veilleur acharné.
Le risque réel d'une issue tragique avait balayé toutes les réserves. Il devait la sauver. Il s'assit sur le bord du lit, la main posée sur sa cheville, un point de contact pour lui signifier sa présence constante. Ses yeux ne la quittaient pas. Le simple fait de la voir si fragile, si loin de la force tranquille qu'elle affichait d'habitude, alimentait une peur que sa vie entière n'avait jamais connue. La paix était brisée, seul le devoir, pur et urgent, subsistait. Il savait que cette nuit allait décider de tout. La nuit devint une succession indistincte d'actions pour M. Étienne. Le temps s'étant dissous dans l'urgence de la fièvre, le silence de la maison, autrefois paisible, était devenu l'écho implacable de son propre labeur. Chaque minute exigeait de lui une vigilance totale. Une lutte physique et morale contre l'ennemi invisible qui rongeait Héloïse. Son serment, prononcé avec solennité, prenait désormais la forme d'un marathon de dévouement. Il ramenait de l'eau glacée de la cuisine sans compter les pas, son corps protestant à chaque flexion, mais son esprit refusant l'abandon. La chaleur d'Héloïse semblait absorber la fraîcheur des serviettes en quelques instants, et il recommençait le cycle, presser la compresse, la poser avec une extrême délicatesse sur le front brûlant, attendre, et recommencer. Chaque geste était méticuleux, dénué de hâte, comme si la précision pouvait conjurer le pire. À l'aube, il sentit qu'il lui fallait plus que de l'eau froide pour combattre l'épuisement d'Héloïse. Il descendit alors préparer ce qu'il y avait de plus réconfortant dans sa mémoire, un bouillon léger, l'essence même du traditionnel pot-au-feu, une soupe au poulet traditionnelle. Dépouillé de toute matière riche, juste l'énergie vitale, il revint, le bol tiède entre ses mains. Héloïse était dans un état de prostration, mais l'odeur subtile parvint à la faire réagir. Il s'agenouilla près d'elle, la souleva doucement, soutenant sa nuque avec un soin infini. Il lui donna quelques cuillerées de ce bouillon, un geste si tendre et si intime qu'il le ramena à l'époque où il veillait lui-même sur un Antoine enfant. Malade, dans un moment de demi-lucidité, Héloïse tenta de parler. Sa voix n'était qu'un souffle rauque. « Vous ne devriez pas. Vous êtes épuisé. » »« Je ne suis pas épuisé, » mentit-il doucement, essuyant une goutte sur son menton. « Le devoir me maintient éveillé, et le désir de devoir sourire à nouveau. Repose-toi, concentre-toi à te battre. » En réalité, ses muscles criaient. Ses paupières étaient lourdes, mais le moteur de son action n'était plus la simple obligation, c'était devenu une ferveur. Une obstination alimentée par l'observation de la fragilité d'Héloïse et, surtout, par le regard qu'elle posait sur lui. À chaque fois qu'elle ouvrait les yeux et le voyait, penché au-dessus d'elle, inlassable, elle y puisait une bouffée d'espoir. Quand il lui glissait les médicaments avec une patience infinie, attendant qu'elle les avale, elle sentait sa solitude s'évanouir. Elle était terrifiée par la maladie, mais sécurisée par la présence de cet homme qui ne l'avait pas quittée. Je ne l'oublierai jamais, Monsieur Étienne, parvint-elle à articuler, agrippant faiblement le bord de sa manche. Ce que vous faites, c'est un sacrifice. Dia, son mot, sacrifice, fut le véritable carburant pour le vieil homme. Le sacrifice était le langage de l'honneur. Entendre sa belle-fille, dans son état critique, reconnaître la nature de son engagement fut plus puissant que n'importe quel café. Il ne s'agissait plus d'une tâche pour Antoine, mais d'un lien établi entre eux, la gratitude profonde d'Héloïse, exprimée par un simple regard, par ce murmure, devenait une source de force spirituelle qui transperçait sa fatigue. Il comprenait que, involontairement, il avait créé un lien de dépendance absolue. Héloïse ne dépendait plus de lui pour une présence amicale, mais pour sa survie. Et lui, l'homme solitaire, avait trouvé un sens renouvelé dans ce rôle de protecteur, d'unique rempart. Finalement, vers le milieu de la matinée, la fièvre commença. Lentement, à céder, la couleur revint doucement sur ses lèvres, et notez-y, la sueur était moins brûlante. Monsieur Étienne s'effondra sur le fauteuil, observant le premier sommeil véritable et apaisé d'Héloïse. L'épuisement était total, mais la victoire, douce et profonde. Il avait tenu son serment, et au-delà, il avait sauvé sa lumière, mais cette victoire portait en elle les germes d'une complexité qu'il ne pouvait encore concevoir. Il avait touché à l'essence même de son humanité,
Et la frontière qu'il croyait si stable venait de vaciller. Le calme de l'après-midi, qui s'était installé après la victoire sur la fièvre, était l'armistice d'une bataille épuisante. Héloïse était hors de danger critique, mais elle était restée dans un état de grande faiblesse. Monsieur Étienne s'était permis un bref instant de repos, les yeux rivés sur la porte de la chambre, prêt à bondir au moindre signe. Il avait réussi, le serment était sauf, mais la victoire venait avec une complication. Lorsque Héloïse ouvrit les yeux, un voile de lucidité revint, elle sentit immédiatement l'humidité glaciale de ses vêtements, trempés par les heures de sueur et de compresse. Ce froid, bien que signe que la fièvre avait cédé, était un danger en soi, risquant de la faire retomber. « Monsieur Étienne » murmura-t-elle, sa voix encore faible. Il fut près d'elle en un instant. « Oui, ma fille. Que puis-je faire ?»« Mes vêtements, je suis glacée. Il faut que je me change. Mais je ne peux pas. » L'aveu était difficile, mais la nécessité impérieuse. Héloïse était trop faible pour se lever. Ses muscles tremblaient sous le moindre effort. Monsieur Étienne regarda autour de lui. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Il était le seul dépositaire du serment, le seul responsable de sa santé. Refuser par pudeur, c'était risquer une rechute fatale. L'honneur et la responsabilité s'affrontaient cruellement avec la décence. Il déglutit, forçant sa voix à rester neutre. « Très bien, il le faut. Je vais chercher des vêtements de nuit secs. » Il se hâta vers l'armoire. Ses gestes étaient trop rapides. Trahissant une panique intérieure, il revint avec une chemise de nuit simple et chaude. Le temps s'étira. Chaque seconde était chargée d'un poids immense. Fermez les yeux. Héloïse. « Je serai rapide. Pensez que c'est votre père qui veille sur vous ?» dit-il. Une tentative désespérée de réaffirmer la pureté de son intention. Elle obéit, les joues de nouveau légèrement empourprées par la honte de la situation. Elle était une femme mariée, et l'homme qui se préparait à accomplir l'acte le plus intime était le père de son époux, le gardien de son honneur. Monsieur Étienne s'approcha, sa main trembla légèrement lorsqu'il défit le premier bouton. Il travailla avec la vitesse et la précision d'un homme essayant d'accomplir une tâche impossible sans y penser. Il s'était concentré uniquement sur le tissu, sur le mouvement mécanique sur la nécessité vitale, mais à cet instant précis où il aida Héloïse à soulever ses bras pour retirer la chemise mouillée, une fraction de seconde où la proximité devint absolue, le tissu protecteur du devoir céda. Un flash, fugace et involontaire, traversa son esprit. Il ne vit plus la belle fille malade, ni la personne à protéger. Il réalisa, avec une violence inattendue, qu'elle était une femme, une entité distincte et vibrante de beauté, de chaleur et de vie. Si proche de lui, ce n'était pas un désir, mais une reconnaissance fulgurante et interdite de sa féminité. L'affection familiale, si pure et si ancrée, s'était mélangée à une émotion indicible, une trahison de l'esprit. Horrifié, il referma les yeux pendant une seconde, repoussant l'image, l'émotion, l'existence de cette pensée. Il se ressaisit immédiatement, le souffle court, ses mains redevenant professionnelles et froides. Le reste de l'action fut mené dans un silence absolu, une course pour restaurer la barrière vestimentaire et morale. Quand la nouvelle chemise fut en place, il recula vivement, comme s'il avait été brûlé. Héloïse, les yeux toujours fermés, respirait difficilement. Accablée par la honte de cette circonstance intime forcée, elle sentait le bouleversement qui avait parcouru l'air. Ce qui s'était passé n'était pas un acte, mais une rupture de l'innocence. Monsieur Étienne s'appuya contre le mur, le cœur martelant. Il avait accompli son devoir de protecteur, mais en avait payé le prix le plus lourd. Il avait trahi son serment, non par l'action, mais par la pensée. L'honneur, cette chose si chère, avait été souillée par une seconde d'émotion interdite. Il la regarda. Héloïse était maintenant à l'abri du froid, mais elle était désormais consciente de la nouvelle fragilité de leur relation. Leur intimité forcée, bien qu'accidentelle, les avait plongés tous les deux dans une honte partagée et silencieuse. Le serment était devenu une cage pour deux âmes. Il quitta la chambre sans un mot de plus, laissant derrière lui le poids de ce contact involontaire et du secret qu'il venait de créer. L'homme d'honneur était devenu un homme tourmenté, la frontière entre l'affection pure et le désir coupable ayant été brisée pour toujours.
Le silence qui suivit l'incident fut plus lourd que toutes les nuits de veille et de fièvre. Pour monsieur Étienne, ce n'était plus le calme de la paix retrouvée, mais le poids d'une culpabilité qu'il ne pouvait nommer ni partager. La pensée interdite, si brève soit-elle, avait laissé une cicatrice sur l'âme de l'homme d'honneur. Il se voyait comme un fraudeur, un traître à son serment, et la seule protection qu'il trouva fut la fuite. Dès le lendemain, il commença à ériger une distance froide entre Héloïse et lui. Ses gestes, autrefois chaleureux et spontanés, devinrent raides, presque protocolaires. Les repas se déroulaient dans une ambiance glaciale. Il répondait aux questions d'Héloïse par des monosyllabes, évitait de croiser son regard et trouvait refuge dans des tâches soudainement urgentes au jardin ou dans son bureau. La maison, qui avait récemment vibré de leur complicité, retomba dans une solitude de pierre. La tension était un fantôme qui s'asseyait à leur table. Héloïse se rétablissait physiquement, mais l'attitude de son beau-père lui infligeait une blessure plus profonde que la maladie. Elle ne comprenait pas ce retrait soudain. Elle se souvenait de son dévouement inlassable, de la tendresse dans sa voix lorsqu'il lui donnait le pot d'eau feu, de la peur dans ses yeux. Comment une telle ferveur avait-elle pu se transformer en cette indifférence polaire? Elle interprétait cette froideur comme une forme de rejet, une désapprobation peut-être de la gêne causée par sa maladie. Elle se sentait isolée et profondément blessée. L'homme qui l'avait sauvée semblait maintenant la punir pour avoir eu besoin de lui. Le lien de dépendance et la gratitude qu'elle avait ressentie se tordaient en une amertume déconcertante. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à se retirer sans un mot après le dîner, Héloïse le rattrapa dans le couloir, son cœur battant la chamade. Elle ne pouvait plus supporter cette atmosphère empoisonnée par le non-dit. « Monsieur Étienne, je vous en prie. Attendez, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Il s'immobilisa, mais sans se retourner immédiatement. Il savait que ce moment de confrontation était inéluctable. Et la peur de se trahir par un mot le paralysait. « Et tout va bien, Héloïse. Je suis simplement très occupée en ce moment. »« Non, tout ne va pas bien, » insista-t-elle, s'approchant de lui. « Et depuis que je vais mieux, vous vous éloignez, vous ne me regardez plus, vous fuyez la conversation. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je été un fardeau? J'ai cru que nous avions un lien, » ajouta-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je croyais que la fièvre nous avait rapprochés. » Cette question toucha monsieur Étienne au vif, révélant l'immense ironie de leur situation. La fièvre les avait rapprochés, certes, mais l'intimité involontaire de cette proximité l'avait forcé à fuir. Il se retourna lentement, son visage marqué par une lutte intérieure épuisante. Ses yeux étaient à plein d'une tristesse et d'une culpabilité qu'elle ne pouvait décrypter. Il ne pouvait pas mentir sur l'existence du problème. Mais il était impossible de livrer la vérité à la femme de son fils. Sous son propre toit, « Héloïse, » commença-t-il, sa voix grave, presque un murmure, « s'il y a de la distance, si je semble froid, ce n'est absolument pas votre faute. Ne vous blessez pas avec de telles pensées. » Il fit une pause, cherchant les mots qui pouvaient damasquer le feu de sa conscience. « Je suis un homme qui lutte contre ses propres faiblesses. Il y a un conflit en moi, je dois le résoudre seul. » Et il prit une profonde inspiration. « Le problème vient de moi, ma fille. Pas de vous. Il vient d'un serment que je prends trop au sérieux et d'une nature qui me dépasse parfois. » Il ne s'était pas excusé. Il avait confessé une douleur, une faute interne dont il ne pouvait donner le nom. Son aveu n'était pas clair, mais il était honnête dans sa souffrance. Héloïse resta figée. L'interprétation de ses paroles lui échappant, elle voyait l'agonie dans ses yeux et comprenait qu'il était tourmenté par quelque chose de grand et d'interdit. Quelque chose qui avait à voir avec sa responsabilité et son honneur. Elle n'obtint aucune explication, seulement la certitude de son tourment et la conviction que, désormais, un fossé, creusé par la honte et le secret, s'était installé entre eux. Elle s'éloigna, se sentant plus seule que jamais. Le téléphone sonna à l'heure du déjeuner. Un appel inattendu, une mélodie stridente qui rompit la fragile paix armée qui régnait dans la maison. Monsieur Étienne décrocha machinalement, mais son visage, déjà tendu, se décomposa en entendant la voix enthousiaste d'Antoine. « Papa, écoute ça. J'ai réussi à tout boucler plus tôt que prévu. J'ai pris le vol ce matin.
J'arrive à la maison ce soir. Je n'ai pas pu prévenir Héloïse, je voulais lui faire la surprise. Hmm. Le cœur de monsieur Étienne manqua un battement, puis se mit à marteler lourdement. Ce soir, le temps de la culpabilité solitaire venait d'être écourté. Il regarda Héloïse, assise à la table, luttant pour déchiffrer la soudaine pâleur de son beau-père. Il ne répondit qu'un « Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Mon fils, sois prudent. » Avant de raccrocher, le combiné pesant une tonne dans sa main, « Antoine rentre ?» dit-il. Le souffle court. « Ce soir, le zé... » L'annonce frappa Héloïse avec une force inattendue. La nouvelle d'Antoine aurait dû provoquer une joie immédiate et totale, mais elle fut accueillie par une vague d'anxiété. Elle réalisa qu'elle était maintenant complice, involontaire, d'un secret dont elle ignorait encore la teneur exacte. Leurs regards se rencontrèrent au-dessus de la table, chargés d'une compréhension muette. L'heure de la mascarade était venue. Ils devaient, coûte que coûte, reconstituer le tableau de la vie domestique paisible et honnête qu'Antoine avait laissé derrière lui. La distance qui s'était installée entre eux disparut en une seconde, remplacée par une collaboration fébrile, née de la nécessité de la dissimulation. Ils travaillèrent ensemble, avec une efficacité silencieuse. Héloïse remit en ordre le salon, rangeant les livres et les bibelots qui avaient été le théâtre de leurs conversations profondes. Monsieur Étienne s'occupa des traces visibles de la maladie, le linge souillé, les médicaments qu'il cacha et la couverture utilisée pour les nuits de veille qu'il plia et remit au fond d'une armoire. C'était une chorégraphie anxieuse. Héloïse essayait de paraître rayonnante, de retrouver le sourire qu'Antoine attendait. Monsieur Étienne s'efforçait de paraître simplement soulagé par le retour de son fils, masquant la tension du secret qui le dévorait. Pourtant, dans cette hâte de masquer la vérité, il se retrouvait encore plus proche. Lié par l'imminence de la tromperie, « Le coin lecture » murmura Héloïse, pointant du doigt une pile de lettres qui avaient été lues et relues. Faisons comme si tout était normal, comme avant. Il ne doit rien soupçonner, répondit monsieur Étienne, sa voix retrouvant une fermeté qu'elle n'avait plus eue depuis des jours. Nous avons tenu le serment essentiel. Nous nous concentrons là-dessus. L'arrivée d'Antoine fut un tourbillon. La porte claqua, suivie d'un cri de joie. Il entra, rayonnant, les bras ouverts. Il serra Héloïse contre lui, puis son père, le cœur léger. Pour lui, le monde était resté en suspens, exactement comme il l'avait laissé. « Vous n'imaginez pas comme cette maison m'a manqué ?» lança-t-il, s'asseyant, incapable de retenir son excitation. « Tout est parfait. Tu es rayonnante, mon amour. Papa, vous avez bien pris soin d'elle, n'est-ce pas ?» Et le moment était là. Héloïse sentit le regard suppliant de monsieur Étienne. La vérité, même partielle, devait servir de rempart au secret inavouable. Elle prit la parole avec une force et une éloquence qu'elle ne se connaissait pas, s'adressant à Antoine, mais parlant directement à l'âme tourmentée de son beau-père. « Antoine, tu n'imagines pas. La perfection est loin de la vérité. J'ai été très malade. La fièvre m'a terrassé. » commença-t-elle, utilisant la gravité de la maladie comme un écran. « C'est ton père. Il m'a sauvé. » Elle se tourna vers monsieur Étienne, et ses yeux, remplis d'une gratitude sincère et de la connaissance de leur secret partagé, le touchèrent au plus profond. Son dévouement, son sacrifice, il a veillé sur moi sans relâche. Pendant des jours et des nuits, il a cuisiné, il m'a soigné, il a honoré son serment avec un courage que je n'oublierai jamais. Il est resté mon unique rempart, Antoine. Et elle ajouta, avec une intensité calculée pour cimenter le mensonge par l'honneur, « Tu peux être fier de lui. J'ai pu surmonter cette épreuve uniquement grâce à sa persévérance inlassable. Il a été plus qu'un gardien, Antoine. Il a été mon sauveur. » Monsieur Étienne écoutait ses louanges, chaque mot pesant sur lui comme une condamnation. Elle utilisait la vérité de son soin pour masquer la honte de l'émotion qui avait brisé la décence. C'était l'acte le plus noble et le plus cruel qu'elle pouvait accomplir. Elle lui offrait une rédemption aux yeux de son fils, tout en scellant le secret entre eux. Son âme était déchirée entre le soulagement de l'innocence préservée et la réalisation que l'amour familial, désormais,
reposait sur cette mise en scène protectrice, une fondation construite à la fois sur l'honneur et le silence. Antoine, quant à lui, était ému et fier, totalement inconscient du théâtre émotionnel qui se jouait devant lui. L'onde de choc de l'arrivée d'Antoine et des éloges d'Héloïse s'apaisa progressivement. Les jours suivants virent l'établissement d'une nouvelle normalité, tissée du silence et d'une affection redéfinie. Pour Héloïse, le chemin vers la guérison émotionnelle passait par la sublimation de ses sentiments complexes, l'intime gratitude qu'elle ressentait pour son beau-père, mélangée au malaise et à la honte du contact interdit. Ne pouvait subsister dans cette forme ambiguë. Elle choisit, consciemment et avec une immense volonté, de transformer cette tension en un profond respect filial. Monsieur Étienne n'était plus l'homme mystérieux qui avait vu sa faiblesse physique, ni l'objet de pensées troubles, mais le pilier, le patriarche, l'homme d'honneur qui avait risqué son âme pour tenir son serment. Elle cessa de chercher la chaleur du complice pour lui offrir le dévouement de la fille. Elle s'occupa de lui avec une attention nouvelle, une tendresse respectueuse. Leurs conversations reprirent, mais avec une solennité discrète, dénuée de la proximité insouciante d'autrefois, mais enrichie d'une confiance indestructible. Monsieur Étienne observait cette métamorphose. Il voyait qu'Héloïse avait trouvé la porte de sortie de leur crise et que cette porte passait par l'affirmation de la famille. Son retrait froid, son conflit intérieur, s'évanouissait sous le regard pur de cette reconnaissance. La honte s'atténuait, remplacée par la certitude d'avoir réussi l'épreuve la plus difficile. Il avait brisé la barrière de son désir pour honorer la parole donnée à son fils et protéger la pureté de son foyer. Son cœur retrouva la paix. L'honneur n'était pas seulement dans l'acte de tenir son serment, mais dans le sacrifice de ses propres faiblesses pour un bien supérieur. L'amour qu'il ressentait pour Héloïse était devenu un amour paternel, fortifié par le secret et la noblesse de la dissimulation. Il se permit un soir, alors qu'ils partagèrent le silence après le dîner, Antoine étant parti répondre à un appel, de lui adresser une parole qui n'avait besoin d'aucune explication. « Merci, ma fille. Tu es une femme admirable ?» Dès là, Héloïse comprit que ces mots étaient sa propre déclaration de paix. Il reconnaissait de son courage dans la mise en scène, son choix de la dignité. Et le fait qu'il acceptait désormais son nouveau rôle de père, le secret ne les séparait plus, il était devenu la pierre angulaire de leur lien, un pacte de loyauté mutuelle au-delà du simple mariage. Le temps passa, et la vie reprit son cours, plus solide et plus sincère que jamais. Antoine, ignorant la profondeur de la tempête qu'il avait manquée, baignait dans le bonheur de son retour. Les rires résonnaient à nouveau, sans l'ombre de tension. Puis vint le jour où Héloïse demanda à Antoine de l'accompagner pour un rendez-vous médical qu'elle avait insisté pour garder secret jusqu'à la veille. À leur retour, l'air de la maison changea, rempli d'une anticipation joyeuse. Héloïse se tenait au centre du salon, sa main posée sur le ventre encore plat. Antoine la regardait avec une fierté bouleversée. Elle se tourna vers Monsieur Étienne, dont le visage portait encore les traces du doute et de la culpabilité passée. « Mon père », dit-elle, utilisant ce titre pour la première fois avec une tendresse absolue, « nous avions une nouvelle à partager ?» Antoine, incapable de se contenir, lança « Nous allons avoir un enfant ? Tu vas être grand-père ?» Monsieur Étienne resta immobile, l'annonce le frappant avec une force émotionnelle qui surpassait la fièvre. Le serment et la honte, le cercle était bouclé. Ce foyer, qu'il avait protégé de la maladie et de ses propres faiblesses, portait maintenant le fruit de l'amour de son fils. La vie triomphait de la mort et de la tentation. Il s'approcha d'Héloïse, non plus le gardien distant, mais le père retrouvant sa fille. Il la prit dans ses bras avec une affection pure et inconditionnelle. « Grand-père » murmura-t-il, goûtant le mot pour la première fois. Il réalisa qu'il avait échangé un désir interdit contre une joie durable, un rôle éphémère contre une éternelle filiation. Le secret qu'il partageait n'était plus une source de honte, mais le socle silencieux d'une affection familiale profonde et inaltérable.